Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cet hommage que nous souhaitons très fort rendre à un immense écrivain contemporain, l'immense écrivain qui est Anne-Marie Gara. Donc ce soir, nous accueillons avec joie Agnès et Marie-Pierre, ses filles, qui ont fait le déplacement pour nous, Hélène Guestern, qui était une grande amie d'Anne-Marie. Je remercie aussi notre adjointe à la culture d'être présente, ainsi que monsieur Claude Renou, notre ancien maire, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Lorsque je suis arrivée à l'Ancre Malouine, succédant à Denise Cotret, nous étions en 2014. Gabriel Garcia Marquez nous avait quittés en avril, le 17 avril 2014, date qui reste dans ma mémoire, et j'ai remué ciel et terre pour rendre hommage à cet écrivain que je considère comme le plus grand de tous. J'ai bien conscience que je viens de dire une phrase stupide, parce que quels critères définiraient le plus grand écrivain, mais j'assume tout à fait ce propos. L'Ancre Malouine était encore installée à la bibliothèque rue des Îles. La médiathèque n'était pas encore inaugurée, elle le fut le 26 décembre 2014, et nous essuyions les plâtres de la nouvelle présidence. L'hommage eut lieu au théâtre Chateaubriand, et l'ambassadeur de Colombie avait envoyé quelqu'un de son cabinet pour l'occasion. C'était en pleine route du Rhum. Annie Morvan, sa traductrice, était venue. Il y avait un parterre de roses jaunes, les préférées de Gabriel, qui ornaient le devant de la scène, et l'ambassade m'avait offert des CD qui nous faisaient entendre ses musiques préférées. C'est au son de ces musiques que les gens sont entrés dans le théâtre Chateaubriand, et ce fut une soirée inoubliable. Presque 10 ans plus tard, un autre hommage est rendu ce soir, à Anne-Marie Gara. L'Ancre Malouine se situe désormais entre ces deux hommages, comme si l'un inaugurait mon travail, comme si l'autre l'achevait. Je ne sais pas, à cet instant, ce que sera l'avenir. Cet été, une drôle d'opacité a assombri le ciel. Quand disparaissent de ce monde ici-bas Gabriel ou Anne-Marie, il fait si triste que les choses perdent leur sens et que nous ne savons plus désormais comment poursuivre en littérature sans leur vision du monde, qui nous aide à comprendre les autres, toutes les autres, sans leur éclairage qui nous rassure et nous pousse plus loin. La disparition d'Anne-Marie pèse lourd sur mon esprit et sur mon cœur, et ce fardeau nous laisse pantois et déroutés. Certains événements impriment leurs séquelles à nos pensées, certaines douleurs sont des blessures qui ne guériront plus, et c'en est une. Pendant 37 ans, Anne-Marie Gara a poursuivi une œuvre gigantesque qui fut inaugurée en 1984 par L'Homme de blé. C'était pas maintenant, hein. C'était l'autre citation. On ne bouge plus là. Elle fut inaugurée en 1984 par L'Homme de blé, paru chez Flammarion, et elle s'acheva par Humeur noire, publiée en 2021 chez l'Actes Sud, sa maison d'édition de référence. Elle a obtenu le prix François Mauriac pour L'Insomniaque en 1987, les prix Femina et Renaudot des lycéens pour Aden, publiés au Seuil. Les Malfamés sera récompensé du prix Marguerite Audoux en 2000, L'Enfant des Ténèbres, second volet de la trilogie que vous connaissez, Dans la main du diable, L'Enfant des Ténèbres, Pense à demain, La traversée du siècle. Il est récompensé par le prix Anna de Noailles de l'Académie française en 2009, et le Grand Nord-Ouest le sera par le prix Franz Hessel en 2010. C'est bien important ce que je viens de dire, mais là n'est pas l'essentiel. Même si cette reconnaissance est absolument remarquable. L'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est ce corps à corps d'Anne-Marie Gara avec la littérature, avec les mots, la chair des mots, qui semble inséparable de sa propre chair. Là, j'avais la piste 2, donc on est déjà à la 3. Ça ne va pas. Elle disait, donc ça ne sera pas affiché, ce sera pour après, elle disait « Mes romans m'écrivent autant que je les écris ». Et vous savez, on l'a déjà entendu avec José Carlos Somoza, qui nous disait qu'il ne savait pas où il allait. À un moment donné, les personnages prennent le pouvoir. Et à un moment donné,
l'écrivain écoute les mots venir à lui. Donc cette phrase « mes romans m'écrivent autant que je les écris », c'est toute une vision de la littérature qui se dit ici. Cela rappelle cette anecdote que je vous ai sans doute déjà racontée, de José Carlos Somoza, qui sur la plage de Saint-Malo me disait, quand je lui parlais de Clara et la pénombre, il me disait je ne sais pas ce qu'elle me veut, cette Clara, je ne sais pas où elle m'emmène. Voilà. Donc les romans nous écrivent autant qu'on les écrit. On l'a souvent entendu de par les écrivains, Franck Buist nous l'a redit la dernière fois qu'il est venu, que voilà, on ne savait pas forcément où on allait. Ça n'empêche pas d'avoir une œuvre très structurée, mais voilà. J'écris pour voir ce que vous avez à l'écran, disait-elle encore, comme si l'écriture, c'était une médiation entre le monde et nous, entre l'histoire et nous, entre les autres et nous, et aussi de soi à soi. Comme si elle allait chercher l'invisible, ce qui nous échappe et qui va nous être révélé par les mots. J'écris pour voir. Et quand elle dit j'écris pour voir, voir a tout le sens que n'a pas regardé. On regarde, mais on ne voit pas forcément. On écoute, mais on n'entend pas forcément. Elle, elle écrivait pour voir. C'est pas parce qu'elle avait vu qu'elle écrivait. Elle écrivait pour voir. Et c'est toute une vision de la littérature. Ainsi, son œuvre est-elle peuplée des fantômes du passé qui, à travers l'histoire des autres, nous disent la nôtre. C'est ce que dit fondamentalement Anne-Marie Gara, à travers l'histoire des autres, c'est la nôtre qu'on entend, qui s'inscrit dans la grande histoire, elle s'éclaire l'une et l'autre de l'intérieur. Alors, qui peut oublier cette somptueuse trilogie que vous avez certainement lue, cette traversée du siècle, qui embrasse l'espace et le temps dans une fresque hallucinante, qui nous tient haletants, éblouis. Combien de critiques ai-je lu qui disaient « Laisse-moi tranquille, je lis dans la main du diable ». Donc ça nous tient haletants, éblouis, accrochés à ces personnages inoubliables qui sortaient du talent, de la puissance d'Anne-Marie Gara. Ces personnages dont on va épouser les angoisses. Parce que c'est rien de faire un personnage, mais ce personnage, il devient nous, on tremble avec lui, on a chaud avec lui, on a froid avec lui, on est heureux avec lui. Donc, on épouse leurs angoisses, derrière lesquelles on court, de peur qu'ils disparaissent, sans qu'on puisse les rejoindre. Emportés par quoi? Par cette écriture flamboyante qui charrie les émotions comme les vagues de l'océan. Alors, attachons-nous un petit peu, si vous le voulez bien, à cette trilogie. Elle retrace avec minutie la vie de 3 héroïnes. Je vous invite vraiment à la lire, cette trilogie qui est absolument sublime. 3 héroïnes, car les femmes ont une place immense dans l'œuvre d'Anne-Marie. C'est Gabrielle, la mère, c'est Milly, la fille, Camille, et Christine, la petite fille, 3 battantes, qui voudront vivre quoi? L'amour, qui brûle dans leurs veines, sur fond de guerre et de désordre social. En 1913, nous faisons connaissance avec Gabrielle, jeune hongroise qui est élevée par sa tante Agota dans un petit appartement de la rue Buffon. Gabrielle, amoureuse depuis toujours de son cousin Andre. Et lorsqu'elle apprend, Gabrielle, qu'il a disparu, elle commence une quête qui nous entraînera en Birmanie, une colonie française où est mort Andre, jeune médecin-chercheur. Pour mener cette quête, car il y a toujours une quête, c'est le propre des femmes d'être en quête, et c'est peut-être encore plus le propre des écrivains. Pour mener cette quête, elle entrera au service de la famille Bertingalet, grands industriels dont le fils Pierre, chercheur à l'Institut Pasteur, a lui aussi connu la Birmanie. Cette quête, c'est celle de Gabrielle, bien sûr, Gabrielle de Machy, femme inoubliable de l'œuvre d'Anne-Marie Gara. Mais c'est aussi la nôtre, cette incessante quête d'identité que nous menons tous jusqu'à la fin de notre vie, et qui restera à bien des égards inachevée, comme restera inachevée celle d'Anne-Marie. C'est aussi la quête de l'amour, qui seul, au fond, peut reconstruire le vivant, donner un sens à nos vies, et empêcher de se retourner un jour en se disant qu'on n'a pas vécu. On n'oubliera pas l'explosion de l'amour dans le premier volet de cette trilogie, Dans la main du diable. Hélène, je vais te demander si tu veux bien venir lire un tout petit extrait de cette œuvre. Nous n'allons pas parler de toutes les œuvres d'Anne-Marie Gara, celle-ci est emblématique.
dans la main du diable, l'amour de Pierre et Gabriel. Quelle partie de la nuit avait-il atteinte dans ce grand silence où s'étaient tus l'orage et l'averse, absentés les remuements de la maison, dans ce recul extrême du monde où l'on peut être sans pudeur ni calcul, dévasté sans souffrir, où l'assouvissement excède le désir. Quelque peu effrayé du séisme sensuel qui vengeait si parfaitement son rêve, maintenant il la tenait. Enfin la tenait, et elle, lui, par la même passion attachée, comme s'il ne pouvait se déprendre sans en mourir. À peine dénouant leur étreinte, haletant, ils migraient à l'aveugle vers le fond de la chambre, cherchant une couche, un accueil à leur corps rompu, où reprendre haleine et s'échouer. Cherchant au visage de l'autre ce qu'il en était de leur nudité, et pour le reconnaître, ne pas le perdre tout de suite, apprivoisant l'être obscur qu'ils possédaient ensemble. Je reste là, il va y avoir un autre extrait. C'était l'amour de Gabriel et de Pierre, mais on n'oubliera pas non plus la foudre qui tombe du grand chêne sur le grand chêne. Non, pardon, c'est un hêtre. Sur le grand hêtre au Ménil. Évidemment, cette foudre qui tombe, elle est annonciatrice de la Première Guerre mondiale, dont la déflagration à venir, qui va séparer pour un temps Gabriel et Pierre. C'est évidemment une déflagration qui nous parle de ce moment de l'histoire où tout va basculer dans un autre temps, un autre espace, où tout finit pour mieux recommencer. Donc Hélène, si tu veux bien nous parler de ce être frappé par la foudre. Donc le grand être fracassé. Il n'y a pas eu de photo non plus, au matin, du grand être que la fulgurante décharge du ciel a fracassé, coupé en deux, de haut en bas, écartelant au sol l'immense torse du tronc déraciné, ses bras disloqués, déchiquetés et démembrés sur la prairie. Il gît là, jonché, calciné de son feuillage, répandu par les ruisseaux de pluie en coulées de lave épaisse, jusqu'en bas du chemin, en sirop de boue où les mottes de terre font des caillots gluants. Un tel désastre qu'ils viennent le contempler, silencieux, les uns après les autres, médusés au spectacle de l'arbre mort. Qu'il ait été foudroyé dans cette perfection barbare des colères célestes, facilite-t-il l'acceptation de la cruauté? Enlève-t-il le remords que tant de beauté et de noblesse finissent là, dans l'abattement laid du grand corps jeté à la terre? Bien plus saisissant, encore sanglant de ses flammes, que ce que peignait le soir d'été sur sa toison vivante, bien plus théâtral et donneur de leçons. Cette hideur des choses souillées, désarticulées et ricanantes, que l'assassin laisse derrière lui, le cadavre obscène des illusions, des promesses de paix et de bonheur, ce massacre parfait. Milly pleure et Pauline, qui ont tant aimé et joué, dormi et espéré à son flanc. Mais il monte des larmes aux yeux de tous, ou presque, parce que ce n'est pas seulement un arbre foudroyé par l'orage de la nuit. La terre leur manque sous les pieds de désespérés, d'un équilibre du monde et de sa justice. Alors c'est vraiment l'éclatement des choses, comme grenades, partant en tous sens, par-dessus tête, feu d'artifice tiré au canon des familles, fratrie, filiation, amour et tendresse et désir, tous les chants d'oiseaux et les brassages de vent que l'arbre portait dans sa ramure. Alors il serait, l'arbre explosé, sous cette lumière louche du petit matin, bleuâtre, rosâtre de crachats que les traînées de bruine coloriaient affreusement, le premier guerrier abattu d'une apocalypse invisible. Merci Hélène. Le premier guerrier abattu d'une apocalypse invisible. Le récit de l'amour, comme celui du grand être fracassé par l'orage, rappelle la puissance extraordinaire de cet écrivain, hors du commun.
Elle évoquera dans L'Enfant des ténèbres les années 30 et la montée des dictatures totalitaires. Et dans le 3e tome, Pense à demain, tu peux aller t'asseoir, c'est pas tout de suite. Dans le 3e tome, Pense à demain, elle va révéler les coulisses sales des 30 glorieuses, les collabos jamais poursuivis, la guerre d'Algérie aux plaies ouvertes, portrait tragique d'un siècle, d'une époque et des hommes qui l'ont vécu. C'est la France des années 50-60. L'immigration, les cités dortoirs, la disparition d'un certain ordre bourgeois, les derniers règlements de compte de cette guerre horrible et la montée de la guerre froide qui va diviser l'Europe en deux. Vous me disiez, Agnès, que Anne-Marie commentait tout. Voilà. Là, elle a tout commenté, 3900 pages. Et quand on rentre dans ce roman, il est évident qu'on a beaucoup de mal à en sortir. Non pas parce qu'il nous ennuie, mais parce qu'on est plongé et pris à bras-le-corps dans ce siècle. Et elle nous offre une vision du monde qui, évidemment, l'éclaire. Il y a une question qui revient comme un leitmotiv obsessionnel dans son œuvre, c'est la question du mal. Et il n'est pas étonnant qu'elle eût souhaité appeler cette trilogie « Les ogres, piste suivante ». Il n'est pas étonnant qu'elle eût souhaité appeler cette trilogie « Les ogres et les tigres ». On a un petit peu de problème. Je vais lire. C'est pas bleu. Voilà. Elle voulait l'appeler « Les ogres et les tigres, les orphelins », dont elle explore toutes les ambiguïtés. Finalement, elle l'a appelé autrement. Mais voyez-vous, les ogres, rappelle-t-elle, et ça nous rappelle également qu'elle a écrit Une fin de loup, où elle parlait du petit chaperon rouge, les ogres, rappelle-t-elle, ont la complexité d'êtres humains et des côtés séduisants. Et les orphelins sont souvent très dangereux. Ayant tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre. Ce qui vous montre toute la complexité du monde vu par Anne-Marie Gara, qui est tout sauf un auteur manichéen. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. Il n'y a pas le noir et le blanc. Il y a toute cette complexité de l'âme humaine, où chacun contient sa part d'ombre et sa part de lumière. Et c'est ce qui rend son œuvre si complexe et en même temps si juste. On voulait vous montrer les couvertures de ces textes, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est la couverture de Pense à demain. De Dans la main du diable, pardon. Alors on va passer à L'Enfant des ténèbres. Voilà, c'est ça. Et maintenant, Pense à demain. C'est le troisième volet de la trilogie. Vas-y. Voilà. Et ils sont déjà en germe dans la trilogie. Ils sont déjà en germe dans la trilogie Le Grand Ouest et La Nuit Atlantique, qu'elle publiera respectivement en 2018 et en 2020. Vas-y, voilà, c'est ça. Dans Le Grand Nord-Ouest, qui est son 25e roman, Anne-Marie nous emmène. Mais quand je vous dis nous emmène, je crois que ce n'est pas juste ce mot. Elle nous emporte dans les paysages blancs du Yukon, au milieu des chercheurs d'or. C'est pas étonnant qu'elle ait tellement aimé Jack London. Là, on retrouve vraiment Radieuse Aurore. Dans ce roman, elle veut briser les codes du genre viril et créer un genre nouveau, une sorte de western féminin. Alors, il y a une petite Jessie, on parle des œuvres, on n'aura pas le temps de voir toute son œuvre, mais celle dont je vous parle, je vais quand même vous dire ce qu'elle nous raconte. La petite Jessie, 6 ans, suit sa mère, Lorna Del Rio, qui est la veuve d'un producteur de cinéma, en exil, et ils vont de la Californie jusqu'au Grand Nord-Ouest, et nous voilà plongés, comme toujours, dans la sauvagerie du Yukon et de l'Alaska des années 30, à la découverte des peuples amérindiens, chez qui nous attendent d'innombrables secrets de famille, car le secret de famille, c'est aussi un des thèmes chers à Anne-Marie Gara. On est dans Into the Wild. Vous avez tous vu ce film. Est-ce que c'est une cavale? Est-ce que c'est un road movie à la Kerouac? Est-ce que c'est une aventure de l'extrême?
C'est tout ça à la fois. Mais l'aventure, la véritable aventure, c'est d'abord celle de l'écriture. Celle de l'écriture qui propose au lecteur une véritable déroute. Mais quand on dit déroute, au sens étymologique du mot, se dérouter, plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Comme disait le poète, parce qu'il faut se dérouter. Pour elle, c'est très important, changer de route, voir l'inconnu, c'est aller de plus en plus au fond de soi. On va très loin géographiquement et on descend très profondément en soi. Et c'est pour ça que même quand elle nous exile au fin fond du Yukon, on est quelque part à descendre en nous-mêmes. Et donc, cette aventure extraordinaire nous propose une immersion sauvage dans l'altérité, dans ce qu'on ne connaît pas. Anne-Marie aussi nous a beaucoup parlé de la différence. On s'enrichit avec ce qui n'est pas nous. On s'enrichit avec la différence, avec l'altérité. Pas seulement parce que ce livre nous dépayse dans le Grand Nord canadien, c'est pas ça seulement le dépaysement. Cette terre de fantasmes, de forêts profondes, ces terres où on va croiser des loups, on va croiser des orignaux, on va croiser des ours, c'est des terres de glace. Mais il n'y a pas que ce dépaysement-là. Et ça nous rappelle cette magnifique préface qu'Anne-Marie a écrite pour le livre d'Olivier Remeau, Penser comme un iceberg. Voilà un très très beau texte qu'elle avait préfacé. Et voici ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, je vous assure que tout marchait très très bien. Bon, je vais le lire. Réparer notre relation avec notre monde, réparer notre relation avec notre monde, avec la réinvention d'un des acquis vitaux de l'humanité, l'aptitude au donner, recevoir, rendre. Car la nature n'est pas le jardin d'Éden que la théologie occidentale a inventé à son usage, mais un système biophysique vital avec lequel établir une éco-sociabilité où se déséquilibre et se rééquilibre sans cesse l'échange entre humanité et puissance élémentaire, humanité et minéralité, humanité et végétalité, humanité et animalité. Belle leçon pour aujourd'hui où les écosystèmes sont sur le devant de la scène, ou du moins où ils devraient l'être beaucoup plus, quoi. Un système où l'homme s'affronte à l'autre, à son monde. Eh bien, ce grand Nord-Ouest, il nous emmène dans ces terres vierges et grandioses, où peuvent se déployer quoi? Mais les terres de l'imaginaire, qui sont à l'intérieur de nous. Alors, bien sûr, on a dit qu'il n'y a pas de chapitre, on a dit qu'il n'y a pas de découpage dans ce roman. Il s'offre à nous, bien sûr, sans le moindre garde-fou. Sans le moindre garde-fou. Mais c'est la volonté de son auteur, c'est de plonger dans l'inconnu. Parce qu'il n'y a que dans l'inconnu, selon Anne-Marie Gara, qu'on peut se retrouver soi-même. Se reconnaître. Et j'insiste bien sur ce mot, se reconnaître. Il y a naître, qui est cette action biologique. Il y a connaître, qui est naître avec, c'est le cum latin. Et puis il y a reconnaître, qui est naître avec une nouvelle foi. Et c'est cette reconnaissance qu'elle cherche, qu'elle veut, et dont elle nous parle dans son œuvre. C'est que dans l'inconnu qu'on peut se reconnaître tel qu'on est, sans ces repères illusoires que sèment les idées que l'on se fait d'eux. Anne-Marie détestait ça, a priori, si j'en lis son œuvre, les idées qu'on se fait d'eux. Et il y a une phrase très très drôle que je ne résiste pas au plaisir de vous dire. Si jamais une idée se présente, rien qu'une petite, je file en vitesse vider le lave-linge. Moi j'adore ça, vraiment. Tartiner de la confiture ou faire du tai chi avec les dames chinoises du soir. Voilà. Donc si une idée se présente, pourquoi elle vous l'expliquera après? Parce que l'écriture c'est un rapt, c'est pas défendre une idée. Donc voilà ce que pensait Anne-Marie des idées, ce qui va nous amener, Hélène, à te demander de nous lire le texte 3. Qui est un extrait de ce Grand Nord canadien, de ce Grand Ouest. Le Grand Nord-Ouest. Maintenant disparu dans les bois,
Ma mère et Casca ne sont plus à portée de voix. En théorie, je devrais avoir peur d'être laissée à moi-même, faible enfant sans défense. Or, l'essolement m'emplit d'orgueil, une griserie d'essence et du cœur, pure joie d'être. N'existe que le présent, les choses immédiates, mes sensations, ma solitude. Étendue immobile sur les cailloux, sans battre d'un cil, uniquement attentive à inspirer l'air parfumé de résine et d'humus qui palpe mes joues, mon front avec la légèreté de doigts musiciens. La forêt grésille, parfois craque sec, soupire, vibre du fredon de millions d'insectes, abeilles, libellules, guêpes et moucherons électrisés par la chaleur et la lumière. Tout est vivant, éternellement. L'insondable sérénité de l'azur des sommets, la libre et fraîche végétation, à l'assaut des pentes, dupliquent leur double spectral dans l'eau du lac, envers et endroits identiques en netteté, altitude et beauté en majesté. Juste en leur milieu, je suis. Merci Hélène. Nous étions donc dans le Grand Nord canadien. Changé. 2 ans plus tard, Anne-Marie nous emmène moins loin, certes, géographiquement parlant, elle nous emmène vraiment moins loin, puisqu'il s'agit d'une petite station balnéaire de Gironde qu'elle connaît bien. Et pourtant, la tempête qui s'y lève et bouleverse dangereusement tout le paysage n'a vraiment rien à envier au roman précédent. Et le bouleversement intérieur d'Hélène, personnage, dont l'intention première était juste de vendre cette maison inhabitée, où elle ne venait guère, eh bien elle est en correspondance profonde avec le remue-ménage de l'espace marin environnant. Donc Hélène se rend dans cette petite station balnéaire de Gironde, au volant d'une voiture qu'elle a louée à Paris, décidée à mettre en vente cette vieille villa isolée sur la dune, qu'elle a achetée 10 ans plus tôt, et une vieille institutrice, décédée depuis. Qu'est-ce qu'elle pense faire? Comme la dernière fois, elle pense chasser les fantômes qui parasitent sa vie de célibataire et heureuse de l'être. Mais tout va se dérégler, tout va se dérouter. Les éléments déchaînés vont se combiner avec vont changer, si vous voulez, ça va se combiner avec la routine de son existence, et il va devenir cette chose importante qu'est la métamorphose. La métamorphose qui va changer le cours de sa vie. La tempête qui a lieu, bien sûr, elle a modifié les contours familiers. Dans cette nuit sans lune, elle ne reconnaît plus rien. Mais c'est surtout en elle qu'elle ne reconnaît plus rien. Toutes ses certitudes volent en éclats. Et Hélène s'abandonne. Voilà, ça c'est merveilleux. Hélène s'abandonne en laissant éclore en elle cette libération dont elle rêvait si fortement à son insu. Et c'est toujours comme ça que les choses se passent avec cette romancière qui prend tous les risques pour faire affleurer l'invisible. Eh bien, cette fois-ci, on va avoir le bonheur de l'écouter dans une interview qu'elle a donnée en 2020. C'est un roman d'aujourd'hui, d'une jeune femme qui vient en quelques jours pour se débarrasser d'une maison juchée sur une dune face à l'océan Atlantique, dont elle veut se débarrasser vite maintenant parce qu'elle n'y vient jamais. Et donc en quelques jours elle vit toutes sortes d'événements inattendus, inopinés, qui vont lui tomber sur la tête, de rencontres alors qu'elle croyait être seule, de gens qui vont débarquer, en particulier un photographe canadien, japonais, un immigré de 3e génération, et puis sa filleule qui débarque aussi, Bambi, une petite jeune fille qui débarque chez sa marraine, et puis des gens qu'elle va rencontrer dans le pays, enfin, etc. Donc 4-5 jours, mais en même temps qui vont provoquer des bouleversements dans sa vie et vont mettre à jour des choses enfouies de son histoire personnelle, qu'elle va liquider. Et en quelque sorte, c'est le roman peut-être d'une mutation, d'une mue de toute sa personne, enfin, et qui, bon, il y a aussi une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour d'ailleurs, pas qu'avec le monsieur très séduisant qu'elle va rencontrer dans la forêt des
pain, des landes, mais également d'amour des autres, de découverte d'un amour d'elle-même, peut-être une manière de s'adopter enfin elle-même. Et tout ça dans un décor que j'ai situé dans ce sud-ouest atlantique, avec ces immenses et splendides plages désertes, qui aujourd'hui nous rappellent le temps très long de la géologie, des bouleversements telluriques qui ont remué ce paysage qui apparaît avec ses vignes et ses forêts de pins tellement accueillantes aux vacanciers qui viennent l'été, n'est-ce pas, et qui nous rappelle tout d'un coup, qui me remet les pendules à l'heure. Nous sommes là, et surtout avec les changements climatiques et la tempête terrible d'une nuit, la nuit atlantique, n'est-ce pas, de Mormant, qui va rappeler en effet la présence de ces violences faites à la Terre ou que la Terre nous fait. Je ne parle pas de nature là, hein, que la planète en ce moment là, nous rappelle à l'ordre, et en même temps de violence plus contemporaine encore, aussi locale, la violence sociale de l'exploitation des travailleurs agricoles invisibles dans les vignes, enfin une exploitation humaine, enfin des problèmes de société, du travail, etc. Et donc ce roman est à la fois du très contemporain et aussi inscrit dans ce long temps de notre histoire, de notre rapport à la terre, au milieu. On retrouvera Anne-Marie 4 autres fois dans cet hommage. Donc, épiphanie, c'est-à-dire apparition, tout devient transparent, et réconciliation avec soi. Parce qu'elle c'était pas facile, la réconciliation, apparemment, pour Hélène. Donc, réconciliation avec soi, au cœur d'une nature, vous voyez, elle l'a dit, c'est pas la nature idyllique, c'est la nature, la terre, d'une nature tellurique qui est la voix de la terre. Et il est très troublant de voir comment cette voix cosmique se mêle à la voix narrative. Parce que ça, voyez-vous, c'est un des grands talents d'Anne-Marie Gara. Savoir épouser la voix cosmique avec la voix narrative. C'est pas donné à tout le monde. À elle, c'était donné, apparemment. Et on ne peut parler d'Anne-Marie Gara sans revenir à la source. La source, c'est un roman qui est apparu en 2015, car ce texte dit avec force combien cet écrivain était interpellé par le passé. Le passé, il est au cœur de tous ses romans. Non, oui, il y avait une image, mais c'est pas grave. Non, arrête, parce que le passé l'interpellait, il est au cœur de tous ses romans, et sans le reconquérir, ce passé, on n'a ni présent ni futur. Voilà une des grandes choses qu'elle nous disait. Voilà une des grandes choses qu'elle nous disait, c'est que sans reconquérir ce passé, on n'a pas de présent, on n'a pas de futur. Alors, comment le reconquérir? Eh bien, le reconquérir, oui, grâce au récit que l'on écoute et qui nous parle toujours de nous. Grâce à un retour sur des lieux qui créent ce paradoxe étrange de nous être inconnus et pourtant familiers. Donc, les récits, le retour sur les lieux, grâce au risque qu'on prend d'une déflagration qui va désintégrer une à une ces forteresses où nous nous réfugions. Parce que c'est très important aussi dans son œuvre, cette déflagration qui va faire tomber toutes les forteresses derrière lesquelles nous nous réfugions tous. On est tous très protégés derrière nos murs. On est tous très protégés. Mais tant qu'on reste protégés derrière nos murs, c'est bien évident qu'on ne se connaîtra jamais. Mais il faut accepter la déflagration. Alors, que nous raconte Anne-Marie dans La Source? Non, surtout pas. Surtout pas. Que nous raconte Anne-Marie dans La Source? La narratrice, c'est toujours un des visages de l'auteur, dont on rappelle qu'elle a été enseignante. Elle vient à Mauduit, un petit village de Franche-Comté, et il y a toujours un prétexte. Le prétexte, c'est ses incursions dans l'inconnu. C'est d'obtenir de la mairie l'autorisation pour ses étudiants en sociologie de consulter les archives communales de cette petite bourgade qui est au fond complètement insignifiante. Mais est-ce bien sûr? Et ce voyage ne cache-t-il pas une motivation plus essentielle? L'essentiel sont toujours ces démons qui hantent la narratrice et que la rencontre avec Lottie, c'est une nonagénaire qui occupe la vaste demeure, va rapatrier. Cette demeure, voyez-vous, c'est en soi un personnage
Comme la villa de la Dune dans La Nuit Atlantique, c'est pareil. Elle est peuplée de passés comme elle, un passé qui soigne dès qu'on est rentré dans cette maison. Car, comme le dit Anne-Marie, j'aurais voulu que ce soit à l'écran, mais tant pis, le passé n'est pas ce qui a disparu, mais ce qui nous appartient. Et vous voyez, ça c'est essentiel. Le passé, ce n'est pas ce qui a disparu, c'est ce qui nous appartient, ce qui est intégré dans notre présent et qui nous permet de le vivre. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est derrière nous. Il n'est jamais derrière nous, le passé. Et il est profondément en nous. Et si on ne va pas le chercher, eh bien, on restera dans l'incomplétude. Alors, cette demeure de la source, elle est complètement extravagante, elle est complètement baroque, elle est dans un méandre de rivière qui va couler en contrebas du bourg. C'est comme la maison de la Dune, ça peut disparaître à chaque instant. Il peut y avoir un effondrement de terrain, ça peut être emporté par les secousses telluriques. Et c'est peut-être bien l'histoire des hommes, celle de cette vieille femme, par exemple, qui est entrée dans ces lieux comme bonne d'enfant, à l'orée du XIXe siècle, qui peut éclairer le destin de qui? De sa visiteuse. Il n'y avait aucune raison que ça se passe comme ça. Et on songe à Gabrielle de Machy, dans La main du diable, qui, pour avoir des nouvelles de son fiancé disparu, se fait engager au Ménil comme préceptrice, pour sonder les mystères de quoi? D'une demeure, où son passé à elle se cache bel et bien. Alors il n'y a jamais d'hôtel au village. Pourquoi il n'y a pas d'hôtel? Parce que l'auteur nous perd dans des lieux qui ne doivent pas faire obstacle à la quête de soi. On ne va pas se divertir, si vous voulez. Elle ne nous lâche pas. Anne-Marie, c'était une femme lumineuse, gentille, ouverte, mais quand même, elle ne nous lâche pas dans ses romans. Elle ne nous laisse pas trop faire comme on veut. On ne nous perd pas parce que c'est la quête de soi qui est importante. Pas de diversion, il ne faut pas créer de divertissement. Donc, ceux qui viendront là, ce sont les adjuvants de la quête. Dans La Nuit Atlantique, vous aviez un photographe et vous aviez Bombi, qui était là aussi pour aider à la quête d'Hélène. Donc, la vieille Olive l'a logé, lui raconter l'histoire de ce domaine, mais cette conteuse, elle fait ressurgir des fantômes entre ces murs, elle rêve peut-être à haute voix. Où vont ces histoires quand elles sont racontées? Où est-ce qu'elles vont? Où est-ce qu'elles prennent leur source? Chez Anne-Marie Garat, le conte n'est jamais innocent. Et c'est ce qu'elle nous dit dans Une fin de loup. Le conte n'est jamais innocent, il n'est jamais inoffensif. Il accouche de sortilèges parce qu'elle recompose la matière même du temps. Le temps, il n'existe pas. Il faut voir. Qu'est-ce que c'est l'épaisseur du temps? Anne-Marie nous fait réfléchir à tous ces problèmes, à toutes ces choses, s'affrontent au temps. Et évidemment, c'est pas facile, mais c'est quand même le problème qui nous met au cœur de ces romans. Car le problème de l'homme, c'est quoi? C'est de devoir disparaître un jour. On n'a qu'un problème dans la vie, c'est le temps, d'être pas immortel, grâce au ciel, d'être pas immortel. Donc, vous voyez, là, le problème du temps, il se pose au cœur de chaque individu. Comment on va le vivre, son temps? Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'on a vécu? Quel est le temps qu'il y a devant nous? Ça, c'est le problème de la quête également. Alors évidemment, c'est un jour d'août 44, on est sous l'occupation, on sait que cette période revient obstinée chez Anne-Marie, parce que son grand-père, il est revenu éborgné de la guerre, et elle écrivait, à propos de ce grand-père, je crois que c'est la phrase qui est là, « J'écris mes romans avec cet œil mort, j'écris pour essayer de voir. » Donc encore une fois, c'est pour voir et non pas ce qu'on a vu. Donc, un jour d'août, Lottie a vu passer sur le chemin une créature, je suis toujours dans la source, hein, une créature à deux têtes, comme le signe d'un autre monde. Elle a vu passer des nuages, et la narratrice va écouter cette conteuse qui n'a jamais quitté les lieux et qui lui ouvre des espaces infinis. Qu'est-elle venue chercher, cette visiteuse, qu'elle ignore elle-même? Est-ce que son destin se joue à son insu? Est-ce que le récit met un point final au passé? Est-ce que le récit de Lottie inaugure un commencement? Car Lottie l'affirme, même écrit sur du vent, c'est le récit qui l'emporte toujours. Il faut peut-être laisser, hein, t'appuyer et puis c'est bon. Même écrit sur du vent, c'est le récit qui l'emporte toujours. Voilà.
Donc la source, je vous invite à lire ce roman, il met en jeu les préoccupations majeures d'Anne-Marie Gara, qui va décliner ses thèmes tout au long de son œuvre, et qui continuera à écrire des histoires. Pourquoi? Parce que rien n'est jamais achevé. Et on se demande si on arrive un jour au bout de sa quête. J'imagine qu'aujourd'hui, Anne-Marie la continue dans les étoiles et qu'elle nous la racontera un jour. On va encore l'écouter à la librairie Mola en août 2015. Pardonnez-nous, nous ne sommes pas les rois de l'informatique, pourtant tout marchait bien. C'est un roman fleuve, on peut le dire, et d'autant plus qu'il y a dans ce roman des cours d'eau, des rivières, des fleuves, d'une toute petite rivière de Franche-Comté, au bord de laquelle est bâtie une maison étrange, où se passe en grande partie le roman, mais en fait qui est reliée par un clignotement magique dans la carte du monde, une autre toute petite localité du Grand Ouest canadien, Dawson City, qui est en fait la ville de la ruée vers l'or. Et entre les deux transitent toutes sortes d'intrigues et de relations entre les personnages qui prennent plus d'un siècle et demi d'histoire. Tout le roman, on entend la narratrice rapporter à un personnage de rencontre à Vancouver toute l'histoire qu'elle a entendue délivrer elle-même 2 ans auparavant dans une vieille maison assez étrange par une très vieille femme nonagénaire qui lui a raconté l'histoire de la famille et de la maison et de toutes sortes de péripéties familiales et sociales et de l'histoire aussi qui s'étend d'Afrique au Tonkin et elle qui n'a jamais bougé de sa maison détient la totalité de l'histoire, mais encore que peut-être faut-il ne pas trop la croire sur parole, parce qu'elle-même déclare n'être que la récitante d'histoires qui ont été rapportées, etc., dont elle a été témoin, qu'elle invente peut-être. Mais c'est chargé de toute cette histoire que la narratrice, arrivant à Vancouver, relance le récit. Et pour moi, c'est l'idée aussi, le sortilège du récit qui fermente et féconde le présent, que toutes ces choses du passé ne sont pas mortes, qu'elles ont une manière de vivifier le présent et même d'impliquer l'avenir. Si bien que mes 2 personnages, une fois à leur tour lancés sur la piste de 2 autres pionniers aventuriers des grands espaces, aux orées des forêts sauvages du grand nord-ouest canadien, vont à leur tour à la fois renouer avec leur propre passé, les pères aventureux et aventuriers, et en même temps construire leur propre histoire, qui va les propulser encore plus loin, s'il est possible, aux antipodes. Il y a du secret, il y a du mystère pour moi, oui, qui est une constante dans mes romans, et même si ce secret est un leurre, c'est-à-dire que sa résolution, en fait, ne résout pas l'énigme des êtres, et c'est ça qui se passe dans ce roman. Il y a toutes sortes d'objets qui sont prosaïques, qui sont comme une paire de jumelles, comme par exemple une boule à neige, un jouet absolument courant que tout le monde connaît, mais qui va transiter de main en main et qui est peut-être aussi ce qui, de manière magique, transforme les êtres. Et je crois que derrière cela aussi rôde le conte auquel je me réfère avec constance et avec passion, parce qu'il y a là, dans ce dépôt de la tradition, de la voix orale, de la littérature de voix orale, le secret de notre humanité. Et donc, au centre de ce roman, il y a un conte terrible de criminelle beauté, un conte des origines, on peut dire inventé de toutes pièces, mais en même temps peut-être qui est le ressort même de la vie. Donc ça aussi s'est transporté de bouche à oreille. Ce qu'on note également dans la source, c'est l'amour d'Anne-Marie pour les objets. Le déploiement de son imaginaire prend peut-être sa source justement dans ce quotidien.
cet amour du familier, propre à faire surgir des fantasmes qu'elle va mettre en mots. Et à ce propos, il faudrait que nous écoutions son interview de 2011. Eh bien, écoutez, je vais parler d'un écrivain très cher à mon cœur et mal connu en France, hélas, qui s'appelle Péter Esterházy, qui est un immense écrivain hongrois dans la grande tradition de la littérature de centre-européenne. Alors la Hongrie, qui est chère à mon cœur aussi, mais voilà cet écrivain qui est à la fois d'une culture époustouflante de tout ce qui concerne l'histoire de l'Europe, la propre histoire de sa famille, des grands princes Esterházy, et qui brasse avec un sens du baroque, de la dérision, de l'humour et en même temps de la gravité tragique quelquefois, sa propre histoire, sa propre biographie dans la Hongrie d'aujourd'hui. Je ne saurais trop recommander son dernier roman traduit en français qui s'appelle Pas question d'art, qui est un dialogue avec la mère mourante, mais tout à fait à la fois drôlatique et terrible, parce que c'est en arrière-fond toute l'histoire du communisme et du nazisme, mais en même temps qui joue des règles du football, du hors-jeu, et qui tente d'expliquer à sa mère, et en même temps qui est de manière bouleversante le dialogue entre un fils et sa mère. Voilà, Pas question d'art, de Péter Esterházy. Très belle vidéo qu'on retrouve une Anne-Marie formidable. C'est un appareil photo. Il est vieux, il date des années 30, c'est un Voigtlander qui appartenait à ma famille, dont mon père se servait. Donc je l'ai vu longtemps se servir. Alors, il est curieux parce que il montre son intérieur, en quelque sorte, ce qui n'est plus le cas des appareils aujourd'hui. Hein. On peut aller regarder ce qu'il a dans le ventre, d'une certaine manière. C'est comme nous, Anne-Marie, on n'y arrive pas. Voilà. C'est une chambre noire, avec des replis de cuir et un œil de verre au fond qui est assez organique, assez érotique, même moi je trouve, il y a quelque chose de... Il a surtout pour caractéristique que il se tient, pour photographier avec le petit viseur qui est là, il se tient comme ça au niveau du ventre. Et j'ai eu un autre appareil, un relais qui est là, mais qui est de la même manière qui photographie avec le nombril, d'une certaine manière. Avec cette espèce d'œil aveugle, sans paupières, mais qui, pour moi, bon, est le lieu dans lequel se dépose toute la mémoire personnelle, sensuelle, subjective, enfin organique surtout, qui nourrit le travail de l'écriture. Il peut se fermer aussi, vous voyez, il peut enfermer le secret. Voilà, c'est des objets fétiches un petit peu, bien sûr. Voilà. Comme nous le disait cette courte vidéo, c'est bon. Comme nous le disait cette courte vidéo, le cinéma et la photographie passionnaient Anne-Marie. Et en témoigne cet essai paru en 2011. C'est un livre absolument merveilleux. Photos de famille. Même si la photographie revient très souvent dans son œuvre, où un personnage de la Nuit Atlantique est un photographe. Comme ces cahiers ou ces cartes qui semblent aller nulle part et qui nous entraînent où nous n'imaginons pas d'aller. Et Anne-Marie disait que dans chaque maison, il y a un livre. Il y a au moins un livre dans chaque maison, qui est l'album des photos de famille. Et ces photos, on ne reconnaît plus les personnages quelquefois. Ce sont des photos d'anonymes. Alors elles sont toutes pixelées, elles sont sépia, elles sont jaunies, elles ont des bords abîmés, elles tombent de l'album quand on l'ouvre. On a tous cette expérience-là, parce que l'album, usé par le temps, il ne contient plus tous les trésors. Eh bien, Anne-Marie, ces trésors, elle les aime, elle les collecte depuis longtemps, et c'est son album imaginaire, au visage inconnu et familier. Cette photo de famille, ces photos de famille,
ça éclaire son rapport au monde et à la représentation qu'elle en donne. Et voici ce qu'elle écrit. Je voudrais que ce livre éclaire, qu'il dise quelle lumière peut nous venir de ces images de rien, de ce roman de la vie ordinaire. Je voudrais que ce livre se consulte comme une traversée des apparences, qu'il fasse entendre les voix silencieuses, le langage d'ombre et de lumière qui vient de la photographie. Mon livre commence avec le portrait d'une centenaire dont les yeux ont vu le 19e siècle. Nuages atmosphériques, nébuleuse atomique, nuages du grain argentique. De la centenaire au nuage, j'ai voulu écrire l'histoire de nos chambres noires. Et voyez-vous ce qui est passionnant, elle excelle dans le décodage de ses portraits et photos de famille. Elle regarde la posture des corps. Si vous avez le temps d'examiner la couverture de photos de famille, on regarde la posture des corps, on regarde les vêtements, les arrière-plans. Et ça, vous pouvez le faire sur vos photos de famille. Et elle cite par exemple un arrière-plan où le garçon de ferme, un garçon de ferme n'avait pas été invité à la noce et il est resté en tenue de travail derrière tous les paysans endimanchés. C'est toute une histoire qui s'écrit sous nos yeux. L'exclusion. Voilà. Il était là et il avait son habit de travail. Les autres étaient endimanchés. On peut écrire toute une histoire sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce garçon qui, lui, travaille ce jour de fête. Que d'enseignements. Et après avoir lu Photos de famille, je vous assure qu'on ne regarde plus les albums de famille du même œil. Donc elle le dit, elle a voulu écrire l'histoire de ces chambres noires qui enferment tous nos secrets et qu'ils gardent jalousement jusqu'à ce qu'on joue à être Alice et qu'on franchisse le miroir du temps. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, Anne-Marie est née à Bordeaux, dans un quartier ouvrier des Chartrons, avec des rues basses, des échoppes. Elle a grandi dans ce paysage d'estuaire de la Gironde, avec ses îles, avec son horizon atlantique. Elle a longtemps écrit dans sa cuisine, elle disait que c'était, à ses yeux, un petit laboratoire existentiel. Alors, je vous lis cette phrase. Couture, cuisine, écriture sont des activités analogues, pour peu qu'on chausse ses lunettes et affûte ses petits couteaux. Et vous voyez, voilà, je pense que et vous voyez, Anne-Marie n'a jamais eu le sentiment qu'elle était, comme certains écrivains, qu'elle avait une vocation, que c'était voilà, elle avait un message à passer. Non, c'était comme un artisan. Ça rappelle le sens du poiesis grec, la poésie, qui veut dire la fabrication. Ce sont des activités analogues pour elle. Il suffit de chausser ses lunettes et d'affûter ses petits couteaux. Alors elle avait tenté une expérience un jour, dit-elle, elle avait tenté une fois de prendre une année sabbatique pour se consacrer à sa création. Et elle voulait se consacrer exclusivement à écrire. Elle a trouvé que c'était une expérience stérile. Et ça l'a convaincue de cette chose, qu'écrire, c'est un rapt. Ce n'est pas un état ou un métier. L'écriture, ça vient vous prendre. Les mots, ils vous trouvent. Et après, ils déploient l'imaginaire. Mais il n'y a pas de métier, il n'y a pas une idée, et puis je m'en vais mettre en œuvre cette idée. Elle dit cette phrase extraordinaire, que l'écriture, c'est un rapt. Ça vient vous prendre. Voilà. Et qu'il est salubre de rendre compatible le cours de la vie ordinaire avec le travail d'écrivain. Elle n'est pas de ces écrivains enfermés dans leur tour d'ivoire. Non. Elle a essayé de combiner les choses, et c'est ainsi qu'Anne-Marie, dit-on, aimait planter des arbres. Elle aimait peindre, mais elle rajoute, et c'est tout son humour, les murs d'une maison. Elle ne se prétendait pas peintre. Et elle aimait marcher. C'est ainsi qu'elle aime les nourritures terrestres aussi, le vin et le chocolat. Et elle dit qu'elle aime exagérer aussi. Alors toutes ces choses, ça s'exprime très bien dans un roman, encore un autre roman magnifique, qui s'appelle Les Malfamés, et qui est paru en août 2000. Donc Marie est une femme d'âge mûr, c'est une cuisinière talentueuse, et là on pense à Anne-Marie qui écrit dans sa cuisine. Elle a pris sous son aile une jeune fille, Lise, une couturière, et elles sont devenues comme mère et fille. Alors c'est la guerre,
dans les malfamés. Et pourtant, la pénurie, les rigueurs de l'hiver, les bombardements, rien ne semble entamer leur bonheur. Les assiettes sont vides, c'est vrai, et pourtant Marie initie sa jeune compagne à l'art culinaire, en lui livrant ses secrets de cordon bleu, en pleine pénurie, et quand il n'y a rien à manger. Et les mots, alors évidemment, il n'y a rien dans l'assiette, mais ce sont les mots qui vont se charger du fumet et de la saveur des choses. Et quand vous lisez ce livre, vous savourez, vous respirez, vous sentez toutes ces fragrances qui s'en échappent, des malfamés. Alors Marie initie sa jeune compagne à l'art culinaire, elle lui livre ses secrets, donc, et elle cache une petite fille. Elles iront jusqu'au meurtre pour lui sauver la vie. Est-ce que c'est de l'héroïsme? Non. Elles veulent seulement, au cœur de la tourmente, profiter d'un pauvre bonheur qu'elles ont conquis et qu'elles ont volé au mauvais sort. On doit voir la couverture de ce livre. C'est un texte profondément jubilatoire. C'est malfamé. C'est pas un roman très long. Tu crois pas que tu devrais juste faire une fois? Vas-y. Voilà. Jubilatoire, comme l'est l'écriture d'Anne-Marie, intimiste. Les malfamés, ça nous dit quoi? La détresse profonde des mal-aimés, de ces mères qui sont sans enfants, de ces enfants qui sont sans mère, de ces femmes solitaires qui n'ont pas d'espoir. Mais ça nous montre aussi la capacité, la force de certains à répondre à la misère par le désir. Et dans ce récit de ténèbres, il y a la générosité, il y a la bonne chair qui vont s'allier, quoi qu'il en coûte, dans la violence s'il le faut. Et le lieu incontournable, c'est la cuisine. Voilà, c'était pour voir si vous suivez. Et le mot incontournable, c'est la cuisine, et c'est là que s'exprime cette jubilation insolite, vu les circonstances. Alors le cordon bleu, c'est Lise, à qui Anne-Marie a insufflé certainement beaucoup d'elle-même. Cordon bleu à son tour, mais elle, c'est un cordon bleu qui nous donne à savourer son écriture, et je vous prie de croire à la savourer sans modération. Voilà qui nous fait comprendre la complétude de cet écrivain, d'exception, tellement ancré dans la vie, pour qui l'écriture n'est jamais le développement abstrait d'une idée, fût-elle remarquable, mais relève d'une compréhension profonde du familier, parce que le familier a un bagage d'imaginaire inattendu. Vous vous souvenez ce que disait Franck Buys? Là, tu me dis bleu, et je pense à mon buvard bleu de mon enfance, et je pars. Mon buvard bleu, c'est rien, mais il déploie mon imaginaire, et il le déploie, ça peut être jusque dans le Yukon. L'imaginaire, en fait, Anne-Marie nous explique que ça n'a rien d'exotique, que nous en sommes pétris, qu'il sort par tous nos pores, et les mots viennent de chercher cet imaginaire, et nous n'y pouvons rien. Seulement accompagner leur surgissement. Très modestement, voilà ce qu'elle dit de l'écriture. J'accompagne le surgissement des mots. L'écriture est bien un rapt. Voici ce qu'elle écrit. Les mots nous arrivent avec leur histoire. Ils sont vivants. Ils sont explosifs, parfois dangereux. Il y a un engagement de l'écrivain à les manier. Quand j'écris, les mots me trouvent et non l'inverse. Quand j'écris, les mots me trouvent et non l'inverse. Et elle dit un peu plus loin, les constructions imaginaires sont plus fortes que la réalité en nous la rendant intelligible. C'est l'imaginaire qui nous rend le réel intelligible. C'est pas le contraire. L'imaginaire, c'est pas un truc exotique. Il y a plein d'imaginaires dans la réalité familière. Plein d'imaginaires. Il suffit de laisser nous abandonner à ça, nous abandonner vraiment à ça. Les mots surgissent et on les écrit. Ils nous trouvent. Et elle écrit, les constructions imaginaires sont plus fortes que la réalité en nous la rendant intelligible. L'artefact, c'est-à-dire le produit fabriqué, est la plus haute invention humaine. Et c'est assez rare pour être souligné. Loin de ces écrivains qui se sentent une vocation de messie, Anne-Marie était humble devant l'écriture, et c'est bien là son premier talent. Simple, abordable, lumineuse. C'est comme ça qu'elle était, derrière le stand des étonnants voyageurs. Ça faisait de la lumière quand vous passiez à côté. Voilà. Simple, abordable, lumineuse. Elle restera, elle,
avec sa simplicité, avec sa lumière, un des écrivains incontournables de notre temps. Elle ne concédait pas un mot, un selfie, un regard, elle les donnait spontanément. Comme Agnès me le disait ce matin, c'était jamais un ennui pour elle d'aller rencontrer les gens. Elle était contente. Elle disait oui. Elle a dit qu'elle viendra à l'Ancre Malouine, mais je me disais, comment j'accueille un mythe? Mythe, Y. Comment je fais? Et donc, voilà, elle donnait spontanément. Et si vous voulez, pour moi, c'est la même joie que doit ressentir un amateur de champagne quand il approche la coupe des lèvres. Voilà. Cette idée comme ça doit être bon. C'est un moment rare parce qu'on savoure le pétillement à venir et la fraîcheur. Eh bien, l'œuvre d'Anne-Marie, elle se savoure, elle se déguste. Oui, bien sûr, elle est complexe, avec ses phrases longues, avec ses 1300 pages, avec la densité de ses mots. Et on est emporté, quelquefois, on a à peine le temps de respirer. La nuit atlantique, mais on ne va pas reprocher au vent de souffler. On ne va pas reprocher à la vague de jaillir. On ne va pas reprocher à l'orage de gronder. Voilà ce que c'est. Dans les tourbillons de l'écriture, au fond, le lecteur se régénère, plutôt que d'attendre ce long fleuve tranquille où il ne se passera rien. Comme l'écrit Anne-Marie, le roman est par excellence l'endroit où il arrive quelque chose. Dans la fiction, il ne peut pas ne rien se passer. Et donc, cette petite fille juive que Marie-Élise sauve dans Les Malfamés, pour Anne-Marie, écrire, c'est aussi écrire le monde tel qu'il va, se mêler de tout. L'histoire dans laquelle nous sommes, les êtres que nous croisons. Les êtres que nous croisons. Les êtres que nous croisons. Et aussi, pourquoi pas, les musées dont nous poussons la porte. Et vous me voyez venir à son dernier livre, la porte de ce musée d'Aquitaine à Bordeaux, par exemple, où, en visitant l'exposition consacrée à la traite négrière, elle est tombée en arrêt devant un cartel orné d'un joli petit négrillon, collier de servage au cou, avec des termes plus ou moins équivoques. C'est la dernière colère qu'elle va livrer à la littérature, enfin ce qui n'est pas la littérature, plutôt avec ce texte, Humeur noire, paru en 2021. Non, on ne laissera pas s'imposer le déni du passé esclavagiste et colonial qui fit de Bordeaux la ville opulente qu'elle est aujourd'hui. Et ça vire à l'obsession, et ça ouvre des questions à l'infini. Elle interroge alors le rapport d'une ville à son histoire, l'amnésie ou le mensonge collectif, et en même temps, elle questionne son rapport intime et conflictuel à cette ville natale, à son enfance, à sa famille. Elle revisite son propre parcours, son appartenance à des lieux dont la cécité volontaire serait passablement toxique. Non. Bordeaux doit s'affronter à la vérité de son passé, même si elle n'est pas forcément reluisante. Et elle en sortira grandie quand elle aura renoncé à son arrogance amnésique. Bordeaux étant après Nantes la ville française la plus active quant au commerce des esclaves, que fait Anne-Marie? Elle écrit au maire et au directeur du musée. Voici le livre. Et Hélène, tu vas nous lire des extraits de cette lettre qu'elle a écrite, et après, on écoutera Anne-Marie parler d'Humeur noire. Paris, 23 mars 2018. Monsieur le maire de Bordeaux, monsieur le directeur du musée d'Aquitaine. Lors d'une visite au musée d'Aquitaine, j'ai pu apprécier les salles consacrées à la traite négrière de la ville de Bordeaux, leur intérêt historique et culturel. Je n'en ai été que plus choquée que l'un des cartels pédagogiques titré « Noirs et gens de couleur » à Bordeaux soit affiché sans que quiconque, apparemment, s'en émeuve. Qu'en termes aimables, la réalité négrière bordelaise est ici traduite. Les historiens
Des experts du domaine ou membres de comités ad hoc ont donc validé cet échantillon de tartufferie langagière. Noirs et gens de couleur viennent à Bordeaux au XVIIIe siècle. Dirait-on pas qu'ils s'y rendent de leur propre chef, par goût du voyage, si prisé à cette époque? Pour l'essentiel, il s'agit de domestiques suivant leur maître. L'essentiel? Pas vraiment, puisque, apprend-on plus loin, 2/3 sont des esclaves. Et faut-il rappeler que selon le code noir en vigueur, l'esclave est un bien meuble, sur lequel son possesseur a tout pouvoir d'achat et de vente, de travail forcé, de sévices punitifs, de mort, dont attestent d'ailleurs objets et documents exposés très éloquents. Alors fort peu probable qu'à ce bien meuble-là, il appartienne de venir à Bordeaux, d'y suivre ou non son maître. Le mot « déporté » écorcherait-il l'oreille bordelaise? Dans la foulée, il est spécifié que ces gens sont envoyés apprendre un métier, parfaire leur formation. L'esclavagiste aurait donc souci philanthropique d'éduquer le cheptel humain qu'il exploite dans ses îles à sucre. Il dispenserait une formation initiale, alphabétisation, instruction, à ces esclaves avant leur départ, que Bordeaux leur permettrait de parfaire. Ce vertueux motif affiché travestit la réalité négrière. Si certains affranchis sont domestiques ou artisans, l'essentiel des Noirs et gens de couleur présents à Bordeaux sont en servitude chez leurs propriétaires. Mais il y a peu de problèmes de cohabitation en dépit de la forte discrimination. Or, si cohabiter signifie habiter ensemble, partager logement ou quartier, jouir librement du même espace, le terme maquille sérieusement la ségrégation raciale. Et heureux d'apprendre que ceux qui la subissent ne posent pas trop de problèmes à leurs exploiteurs. Mes remarques ne sont pas d'oiseuses chicanes. Elles soulèvent la question capitale de l'emploi des mots et de leur sens. Il s'agit du langage par lequel s'énonce le monde et se construit la pensée. Elle ne plaide pas pour une quelconque repentance, mais pour la rigueur historique que la mémoire collective se doit à elle-même et aux générations futures. Raison pour laquelle je me permets de vous prier, monsieur le maire de Bordeaux, d'ôter ce cartel des Simèzes et de le remplacer par un texte plus digne de l'établissement que vous dirigez. Vous remerciant pour votre attention, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. Anne-Marie Garin. Voilà, et maintenant, après la lecture de cette lettre, on va écouter ce qu'elle dit à Yann Nicole. C'est une vidéo de 6 minutes. Yann Nicole qui lui dit, c'est quand même une colère. Voilà. Et après, on achèvera cet hommage. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Yann. Alors on va parler bien sûr du début de ce livre, qui est peut-être d'ailleurs en même temps le déclic d'écriture, ce moment où vous découvrez ce cartel d'exposition au musée d'Aquitaine à Bordeaux, qui est votre ville, hein, un cartel qui présente l'esclavagisme et la traite négrière de manière pour le moins édulcorée, on va dire. Et c'est vrai que ça semble être le symbole, une forme de déni, de mensonge, d'amnésie collective finalement, qui vous met très en colère. Vous diriez que c'est un livre de colère au début, qui est porté par une forme de colère? Oui, la colère, et en même temps, on sait que c'est un sentiment quand même qui n'a pas très bonne presse, qu'il vaut mieux refouler, et pourtant elle a duré, elle s'est transformée en ce que j'ai appelé une humeur noire, durable, et qui m'a rattrapée pendant le confinement, qui était finalement une période assez favorable à ruminer. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que finalement, cette colère ou cette humeur noire, elle se porte aussi sur le langage. C'est le langage qui vous met dans une colère noire, et c'est par le langage aussi, d'une certaine manière, que vous voulez la conjurer et changer un peu les représentations, je dirais, de l'histoire et de la vérité.
Oui, en fait, c'est une collision un peu accidentelle, n'est-ce pas, avec des mots. Et avec, alors, en tant qu'écrivain, certes, mais peut-être plus globalement en tant que citoyenne, en tant que prof que j'ai été, en tant que mère, en tant que lectrice, et tout ça fait masse dans ce sentiment que là, il y a un maniement du langage qui est indigne, d'une part, d'autant qu'il est dans un contexte muséal, un lieu quand même, disons, patrimonial par tradition, lieu de la transmission, de la mémoire, de l'histoire, surtout pour les jeunes publics. Et donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un article de journal, c'est pas une affichette dans la rue, je ne sais, etc. C'était quand même dans un contexte, dans un lieu qui engageait énormément et d'une actualité brûlante pour moi. On l'a rattrapé que j'ai été, n'est-ce pas, par l'actualité à la fois de la mort de George Floyd, enfin, et puis de tout ce que ça a répercuté aussi dans les lieux publics, des statues déboulonnées, de cette espèce de révision salubre à mes yeux d'une histoire commune, d'une histoire partagée qui n'a pas trouvé encore sa forme nécessaire. Voilà. Donc oui, parce que... à la fois... Je vous en prie, je vous en prie. Non, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une dimension qui est une dimension personnelle pour vous dans ce livre, c'est-à-dire que cette question du rapport à la ville de Bordeaux, du rapport à l'oubli, du rapport au silence, c'est aussi une manière de vous inscrire, vous, quelque part, dans cette histoire-là? Eh bien, moi qui n'en suis pas adepte, n'est-ce pas, là il y avait une collision aussi avec l'autobiographie, avec du moins une part de l'expérience d'une vie héritée du lieu de naissance, du lieu où l'on est à soi, à la fois territorial et plus, je dirais de manière plus large, atmosphérique, de la manière dont on inscrit sa propre histoire, et c'est à la fois l'illusion du récit de soi et des commencements, et de la manière dont, dans une construction de langage, on cherche à exprimer ce qu'on est. Et bien ça aussi, c'était interrogé, et violemment, par ce cartel, par mon rapport à cette ville, à ce port négrier qui a pratiqué longtemps l'amnésie, qui essaie de la rattraper, mais de manière assez défectueuse, encore aujourd'hui. Et donc c'est mêlé. Et donc j'ai été amenée à parler de moi, en effet. Alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'en parlant de vous, vous évoquez aussi un parcours, je dirais presque un engagement, un parcours politique, dans lequel la littérature, on parlait du rapport au langage, dans lequel la littérature a aussi une grande importance. La littérature, c'est un engagement. Oui, moi je l'ai hérité de manière magnifique par des passeurs, pas simplement scolaires, mais bon, ailleurs, des rencontres. Je l'ai vécu en tant qu'écrivain dans mon rapport avec la lecture, dont je suis comment dire, je suis une liseuse dévorante et par l'écriture. Et donc, cette expérience-là, et je l'ai transmise aussi en tant que prof, et puis le cinéma, à la fois le cinéma et la littérature, qui sont intimement mêlés à mon parcours et qui font que tout cela importe au même titre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une part mes engagements sur tel ou tel terrain, etc., mes convictions, et d'autre part, mon travail élégant, là, dans un coin d'écrivauteuse qui mène son bon, non, il n'y a pas plusieurs casquettes, je suis la même, on est cette unité peut-être illusoire qu'on se construit soi-même, elle est entièrement engagée, interrogée par cette histoire de ce misérable petit cartel dont j'enfourche ma rocinante pour aller batailler, faire campagne pour qu'il soit modifié. C'est donc un livre de colère et de combat qui s'appelle Humeur Noire et qui est signé Anne-Marie Garat, à paraître en février 21 chez Actes Sud. Merci beaucoup Anne-Marie. Merci Yann.
Et pour achever cet hommage à cet incontournable écrivain, revenons aux mots et écoutons-la dans une courte interview de 3 minutes à propos du dictionnaire Robert. Ben oui, j'ai enseigné la littérature, j'ai enseigné le français, j'ai enseigné le cinéma. Non, j'ai le souvenir d'élèves extrêmement dysorthographiés, qui ont été des gens formidables, qui ont vécu des parcours, en particulier en art, qui n'avaient rien à voir avec leur performance en orthographe, et qui ont fait d'eux des gens inventifs, avec un imaginaire, et ils avaient avec la langue un rapport souvent malheureux, à cause de l'école, qui les sanctionnait bien sûr. Hein, c'est un critère de sélection, mais en même temps qui abordait ça avec une franchise, une liberté, n'est-ce pas, qui était assez étonnante. Je trouve que c'était d'ailleurs réconfortant de voir que l'école ne désespérait pas. Par exemple, flèche. Est-ce qu'il y a un accent circonflexe ou un accent grave? Voilà. Morigéné, c'est plus... J'adore les mots un petit peu désuets comme ça, hein, qu'on n'utilise plus. Semoncer, chapitré, voyez, tout ça. Chapitré, est-ce qu'il faut un accent circonflexe ou pas? Chapitre, bon, enfin, comme sur le chapeau. Je trouve ça, c'est un jeu. C'est un jeu très sérieux, très grave, parce qu'il a à voir avec toute l'histoire de la langue. C'est un outil, et on voudrait avoir avec lui une maîtrise d'orfèvre, quelque chose d'infiniment précieux et respectueux de tout ce qu'il transporte, le mot, hein, dans sa longue histoire immémoriale. Et puis en même temps prendre des libertés avec lui, parce que quelquefois on se dit que des réformes de l'orthographe auraient pu alléger des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, je crois, toute cette logique de la langue, hein, qui a à voir avec la grammaire, les accords, en genre, en nombre, enfin, en genre et en nombre et encore les conjugaisons, etc. Ça, je trouve ça très, très passionnant, surtout les imparfaits du subjonctif que j'affectionne. Mais là, il y a un côté, si vous voulez, très régulé, très rassurant de la règle. Puis il y a tout ce qu'il y a d'apparemment arbitraire pour la plupart des jeunes, des enfants, c'est d'arriver à photographier un mot, quoi. Et de se l'approprier, de le fréquenter, de pouvoir le reproduire. Comment on passe de l'âne à annonner? Où est-ce qu'on garde l'accent? Est-ce qu'on ne le garde pas? Enfin, toutes ces choses-là. Moi, je suis tout le temps fourrée dans le dictionnaire. Dans le Robert, et je ne raconte pas d'histoire, là, c'est une très vieille histoire avec le Robert. J'ai eu la première édition. Hein, parce que je me rappelle, moi, je ne sais pas si vous le savez, la promotion du Robert, c'était vous pouvez trouver des mots que vous ne connaissez pas. Hein, donc on cherchait le cri du canard, on cherchait à cri, et on avait tous les nasillés, cancanés, etc. Bon, évidemment. Hein, et à canard, vous aviez tous les noms de canards, les plumes, les espèces, enfin bon. Et donc on trouvait le cri du canard. Ça, c'est toute l'originalité inouïe du Robert. Pour un écrivain, c'est une mine. Moi, je m'y perds, c'est-à-dire que je me mets à le lire, vous savez. Je vais chercher un mot, et de champ sémantique, comme on dit, hein, d'un mot à un autre, de continent en continent, c'est vraiment insulaire, là, vous êtes parti pour un vrai voyage. Ce sont des espèces de dérapages, comme ça, et de digressions dans mon travail d'écrivain, parce que j'arrive à trouver un mot qui n'avait rien à voir avec ce que je cherchais. Et de celui-là, j'avais besoin. Parce que c'est ça, écrire aussi. Ce sont les mots qui vous trouvent. Ce sont eux qui vous cherchent. Ce sont eux qui apportent ce qui manquait. Hélène, je vais te donner la parole. Oui, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier Charlotte parce que s'engager pour présenter l'œuvre d'Anne-Marie Gara, qui est immense, c'est partir dans une sacrée forêt. Il faut un solide GPS pour arriver à faire ce que Charlotte a fait ce soir. Évidemment, mon seul regret, c'est qu'Anne-Marie ne soit pas avec nous pour t'avoir entendu, la lire, la parcourir. C'est très beau aussi d'avoir montré les vidéos parce que voilà, vous l'avez vu, vous avez vu son sourire, vous avez vu ses yeux qui pétillaient, vous avez vu son petit accent bordelais, vous avez vu son charme parce que son charme était infini et pas du charme pour charmer, le charme de quelqu'un qui aime la vie,
qui dissocie pas son travail et sa vie, qui a cette espèce d'efflorescence continue de la parole qui était subjugante, mais absolument subjugante. Une femme d'un grand courage politique aussi, enfin, beaucoup d'aspects, mais effectivement unis en une seule et même personne. Et j'ai eu la chance de connaître Anne-Marie. Je lui dois beaucoup et je l'ai dit souvent, et j'ai pas fini de le dire. Je suis pas sûre que je serais devenue écrivaine sans elle. Je suis pas sûre que sans elle je serais l'écrivaine que je suis aujourd'hui, en ce sens pas en termes qualitatifs, mais en termes de manière de travailler, parce que j'ai lu quand j'avais 25 ans et que je pensais même pas que c'était possible d'écrire comme ça. C'est une blague que je lui faisais, je disais qu'elle avait avalé le dictionnaire, mais vraiment, d'avoir une telle force de frappe langagière, stylistique, rhétorique, rythmique, c'était extraordinaire ce qu'elle faisait. C'est la musique symphonique à chaque phrase. Et puis après, j'ai eu la chance de la rencontrer, et parce qu'elle est la personne, enfin qu'elle était la personne qu'elle était, il y avait en elle cette infinie joie de vivre et générosité dans l'accueil qu'elle faisait à l'autre. Petite autre que j'étais très impressionnée la première fois que je l'ai vue, on correspondait depuis plusieurs années. Il faisait un froid de chien, on était à Nanterre, c'était un 4 février dans une salle vitrée, on mourait de froid. Depuis la matinée, elle nous a rejoints pour l'après-midi. Elle est arrivée à l'heure où on prenait un café dans cette salle glaciale, et elle-même a trouvé qu'il faisait très froid, et en fait on s'est retrouvés assises l'une contre l'autre, quasiment dans les bras l'une de l'autre pour essayer de se réchauffer. Et c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai, parce qu'on correspondait depuis plusieurs années. Et ça a été... Enfin, il y aurait mille choses à dire d'elle. Vraiment, il y aurait mille choses. Alors, j'ai décidé de vous lire un passage de La Nuit Atlantique, qui est un des romans que je préfère, parce qu'il fait suite à mon roman préféré, qui nous connaissons déjà. Et j'ai eu le plaisir incroyable, un jour où je rentrais de Bruxelles par le train, je pensais à, nous connaissons déjà, à une des protagonistes qui s'appelle Madame Dahl, et je suis descendue de mon train à Bruxelles, et dans ma boîte aux lettres, j'avais le livre qu'Anne-Marie venait de m'envoyer. Et à la 3e page, je vois le nom de Madame Dahl, et je me dis, bon, quand même, il y a des choses. Alors, j'ai beaucoup hésité sur l'extrait à vous lire, et puis nous sommes à Saint-Malo. Donc, elle, son rivage, c'était Soulac. Moi, je ne suis pas malouine, même si j'aimerais bien être naturalisée, mais on va dire que mon rivage, c'est un peu ici. Donc, on se faisait des blagues, en fait, de rivage à rivage, et de mer à mer, en fait. Et ce que j'écris maintenant, c'était un peu la réponse à La Nuit Atlantique, parce qu'on se répondait comme ça de temps en temps par texte interposé. Donc, on se faisait de temps en temps des petites blagounettes, mais derrière la blagounette, il y avait une admiration colossale quand j'ai lu ce livre. Colossale parce qu'elle a écrit beaucoup de livres, Anne-Marie Gara, elle a écrit longtemps, et son écriture non seulement ne s'est jamais usée, mais a toujours trouvé une manière de se réinventer, de se renouveler avec une énergie qui était intacte, qui moi me laissait pétrifiée d'admiration. Je me rappelle pendant le confinement où j'étais une sorte de méduse échouée entre mes cours en ligne là, avec le moral qui était très en dessous du niveau de toute Manche et toute Atlantique que ce soit, et elle, je veux dire, qui écrivait humainement, mais qui était vraiment dans une vitalité phénoménale, et qui passait du temps à remonter le moral par mail pendant le confinement. C'était aussi cette personne-là, Anne-Marie Gara, personne qui vient vous attendre à la gare avec du fil et des aiguilles parce que vous êtes entre deux trains et que vous avez craqué votre bouton de pantalon et qu'il faut le recoudre de toute urgence. Oui, mais c'est ça, une amitié aussi, et c'est ça qui est très beau. Alors, j'arrête mes digressions et je vais vous lire un passage de La Nuit Atlantique, donc sur un rivage qu'elle connaissait, qui était presque son rivage d'enfance, qu'elle avait beaucoup fréquenté, qu'elle connaissait par cœur, dont elle a parlé magnifiquement. Et puisque vous êtes gens de mer, et que nous sommes à coefficient 100 et quelques ces jours-ci, je pense que vous saurez apprécier la façon dont elle savait parler de la mer. Alors, comme vous l'a expliqué Charlotte, Hélène, la protagoniste, elle a rejoint sa petite maison près de la dune, mais voilà, il y avait une marée centenale et il y a eu, comme qui dirait, du grabuge. Avec la dune, vous imaginez de quel grabuge il s'agit. Donc,
Elle va évidemment quitter sa maison et elle va y revenir le lendemain pour découvrir ce qui reste, ma foi, après cette tempête, accompagnée par ce monsieur très élégant dont parlait Anne-Marie, qui s'appelle Tommaso. Tommaso avançait à petite allure sur le sable mouillé qui se dérobait, noyait les roues, puis, renonçant, il arrêta sa voiture au milieu du glacis désertique. Nous n'étions plus qu'à quelques 200 mètres de la villa, dont le toit se hissait au-dessus de la cime dunaire, si paisible toiture d'ardoise et de tuiles, se découpant très nette contre le ciel pâle, que j'eus un absurde sursaut de joie. Elle ne s'est pas écroulée, elle a résisté. Votre manoir a l'air encore bien debout, confirma-t-il en me prêtant un bras secourable, car bien qu'emmailloté dans la sandalette, mon pied me lançait. Peut-être vous faudra-t-il une canne un jour ou deux, suggéra-t-il. Je m'accrochais à mon vaillant remorqueur, tanguant dans le sable, sentant monter la rumeur d'océan derrière la dune, son mugissement de fauve rassasié qui dort en basses eaux et n'attend que d'assouvir sa prochaine faim bestiale. La réverbération du ciel matinal enrobait cette menace d'un faible rayonnement, unifiant le pastel des couleurs, fallacieuse sérénité qui d'une heure à l'autre pouvait, je le savais maintenant, basculer en un déchaînement paroxystique. Cependant que pas à pas nous gravissions la dune, mon angoisse augmentait. Tommaso devait le sentir, qui passait son bras à mes épaules. Aïe, mes cervicales, mais pour rien au monde je n'aurais renoncé à ce poids, cette chaleur, à ce geste muet qu'il avait eu sur le chemin, si naturel qu'on lui dit poser de tout temps entre nous quand il n'avait eu lieu qu'une fois, et c'était hier, au plus que passé du vieux hier, puis parut la maison de Madame Dalle dans toute sa gloire, intacte ou quasi. Certes, assiégée à mi-mur d'entassements sableux, inégalement répartis telle une mer figée de tous côtés, fière galion en pleine tourmente, mais elle avait opposé sa coque au flot déferlant et crânement gardé son cap, immobile contre les courants, avec pour carène ses fondations, bien ancrées au milieu du désastre environnant. Bravo, les bâtisseurs d'antan. Ou plutôt, me débilitais-je à plaisir, pour punir mon retour de flamme envers la vieille bicoque, selette et branlante sur son tertre, elle a tout l'air du dernier chicot d'une mâchoire délabrée. À l'approche, le terre-plein, jonché de tuiles cassées, semblait tout de même assez dégagé pour accéder à la porte, celle-ci entrebâillée, néanmoins toujours sur ses gonds. Alors, dans quel état l'intérieur serait-il ? J'avais beau avoir voué au diable cette maison, l'avoir condamnée à la ruine express. Quelle appréhension me tenaillait-elle, quel remords, cœur serré par le sentiment aigu que, bien davantage que ce qu'elle pouvait contenir de brocantes et de fourbis hors d'âge, quelque chose inconnu de moi s'y enracinait, que je n'avais pas pris le temps d'apprivoiser. Maintenant, il était trop tard pour interroger le fantôme de Laura, savoir ce qu'elle détenait de moi, elle dont ne me restaient que ces murs branlants, les dérisoires objets qu'elle avait pu toucher. Du moins l'avais-je cru, me l'étais-je imaginé, et cela m'avait empêché de savoir ce que j'aurais pu comprendre de moi-même. Dans cet endroit, trop obsédé d'entretenir la fiction de ma rencontre avec elle par une nuit sans lune, fabulant son existence et chérissant l'empire qu'elle avait pris sur moi, tendant à toute force l'écran illusionniste du souvenir, des réminiscences qui s'anémient à force d'être revisitées et révisées jusqu'à leur épuisement. Pour la première fois, je détestais ce conte dont je m'étais leurré durant 10 ans, et tout chavirait en moi de ce qui rattache au passé, lui donne cohérence, couleur et intensité, nous rend à la mémoire vraie, si cruelle soit-elle. Incapable de faire un pas de plus, je laissai lâchement Tommaso entrer seul et me retrouvai sans appui, si délaissé que j'en eus le vertige. À ce sommet de la dune, la lumière mate du ciel matinal dévitalisait la matière de toutes choses alentour, terre, éther et toutes eaux atomisées en milliards de molécules élémentaires qui s'étaient mises à scintiller, à poudroyer et vibrionner tel un nuage nucléaire en expansion sous le souffle de sa déflagration silencieuse. Tout allait se disperser et la page s'effacer, blanche, blanche. Marie-Pierre et Agnès, si vous voulez dire un mot. Je vous comprends. Moi aussi, j'avais du mal à traverser cet espace. En fait, merci beaucoup. On voulait surtout vous remercier d'avoir organisé cet hommage.
Merci à Charlotte d'avoir su si bien tisser entre les différents romans, les personnages, les paysages, les objets, etc. Enfin, c'était comment dire, une mise en relation très belle et très personnelle. Voilà. Et puis remercier la mairie de Saint-Malo d'accueillir la médiathèque. Voilà. Et vous tous aussi d'être là. Ça fait chaud au cœur. Voilà. L'association aussi, j'imagine, et Charlotte et l'Encremade, oui, en tout entière derrière elle. C'était assez émouvant en fait d'être là aujourd'hui, d'entendre et d'avoir entendu à la fois Anne-Marie parler, Charlotte parler de son œuvre effectivement, et de ce que tu dis, d'avoir évoqué tous ces thèmes et tous ces thèmes qui ont traversé son œuvre et son rapport aux mots. Mais là, juste ce que je voulais dire, c'est que aussi la raison de notre présence aujourd'hui, c'est aussi que dans ces derniers mois, maman avait réduit beaucoup ses relations, ses correspondances et les projets avec lesquels elle est restée en contact. Et donc, le projet de venir ici était l'un d'eux. Il y en avait 2, 3. Il y en avait un autre où elle devait intervenir sur Giono, qui était un auteur très cher et précieux pour elle, dans son rapport à l'écriture. Je crois qu'à Giono, elle y puisait beaucoup, et elle devait intervenir pour parler de Noé. Mais il y avait aussi ici, et elle m'avait demandé de répondre à Charlotte. Elle essayait de ne pas beaucoup le faire, mais elle m'avait demandé. Et donc voilà, en fait, je pense que venir à la rencontre de ces lecteurs, c'est pour ça, merci aussi de votre présence ce soir. C'était pour elle, je pense qu'elle se nourrissait, s'émerveillait toujours de croiser dans le regard de ses lecteurs cette intimité, cette intimité, cette connivence de la lecture, de ces univers, de ces imaginaires partagés, et de ce que ces mots pouvaient... la phrase tout à l'heure sur les constructions imaginaires est très belle, et je pense que c'était un de ses credos très forts. Donc savoir que vos imaginaires pouvaient se réveiller à ces mots, je pense que c'était quelque chose qui l'émouvait incroyablement. Donc merci à vous d'être là ce soir, merci à Charlotte de toutes ces évocations. Marie-Pierre et allez-vous pour les appeler. Marie-Pierre et Agnès, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence, car vous avez beaucoup de choses à faire et vous avez tenu à être là, et c'est très bien. Merci à Charles Monteco, qui n'est pas là ce soir, qui a fait cette dernière photo pour nous d'Anne-Marie aux étonnants voyageurs. Charles qui a aussi beaucoup contribué à m'aider pour ce montage vidéo. Bon, c'est moi qui lis, mais c'est lui qui m'écoute. C'est du travail. Et je vous remercie donc 1000 fois, Marie-Pierre, Anne-Marie et Hélène, dont l'amitié avec Anne-Marie était si grande, si profonde, si vraie, si juste. Alors Anne-Marie, j'aurais jamais voulu vous rendre cet hommage, c'est clair. Jamais j'aurais voulu vous rendre cet hommage. Vraiment. J'aurais voulu marcher avec vous sur la plage de Saint-Malo, boire un bon vin et parler littérature. J'aurais voulu votre présence devant cette petite table blanche, cette bouteille d'eau, votre micro à la main, écouter vos mots rayonnants, entendre votre rire, voir votre main écrire des dédicaces à ces lecteurs qui ne vous verront pas ce soir. J'aurais voulu que le temps n'existe plus, parce que je ne sais pas l'abolir, ou le retrouver comme vous, parce qu'il m'échappe, parce que ma quête restera inachevée, parce que la vie a décidé que nous ne ferions pas ce que nous avions décidé un jour, d'étonnants voyageurs. Vous ne m'écoutez pas, Anne-Marie, mais vous m'entendez peut-être, et peut-être me dites-vous « Ah, j'oubliais, je vous embrasse, Charlotte ». C'était ainsi que s'achevaient nos messages, mais je veux croire qu'au milieu des étoiles, ces mots vous amusent et que vous me dites « Allons, allons, on se reverra, vous le savez bien ». Vous avez assez lu mes livres pour savoir que les arrêts du destin ne peuvent rien contre l'amour. Merci à tous.